Je me présente, Guillaume Thiriot, je suis directeur de l'agence Grenoble Capitale Verte Européenne 2022. Je vais d'abord vous remercier d'être venu à cette conférence de presse qu'on a proposé d'organiser ce matin à une date qui n'est pas choisie tout à fait au hasard. On est exactement à J-30 de l'ouverture officielle, de la cérémonie d'ouverture de cette année Capitale Verte Européenne. Comme vous le savez, la Capitale Verte Européenne, c'est d'abord, c'est écrit en gros au milieu de l'écran, c'est le titre d'une ville, de Grenoble qui a candidaté et qui a obtenu à sa première tentative cette reconnaissance de la Commission européenne. Une fois ce titre obtenu, c'est devenu le projet d'un territoire, avec la métropole Grenoble-Alpes Métropole, pardon, je dirais que mince, et le département de l'Isère et le soutien de l'État sont associés et fortement mobilisés sur ce projet. Et ce projet ne voulait pas s'arrêter à une dimension uniquement institutionnelle, une association, une collaboration de collectivités. Une perspective importante qui fait l'originalité de ce projet, au-delà de cette collaboration qui est inédite par rapport à d'autres capitales européennes, plusieurs collectivités, c'est l'importance de l'engagement citoyen, de la participation citoyenne, de la participation d'un ensemble d'acteurs du territoire que l'on souhaite le plus nombreux possible. Et du coup, je me tourne tout de suite vers vous, monsieur le maire. Cette question de la participation citoyenne, c'est d'abord un des piliers de cette année, de la façon dont le projet a été conçu. C'est très important pour vous. Et je pense que ce serait intéressant de nous dire pourquoi c'est si important, par exemple, de lancer un appel à participation, puisque c'est le sujet principalement dont on va parler aujourd'hui. Merci beaucoup, Guillaume. Bonjour à toutes et à tous, Madame la vice-présidente, mesdames et messieurs. C'est un temps important, effectivement, à J-30, et qui s'inspire avec cet appel à projet à participation citoyenne, qui s'inspire de l'histoire de Grenoble. C'est ça qui nous marque, évidemment. À la fois, c'est une histoire dans laquelle on peut puiser des racines très profondes, hein, depuis l'hydroélectricité du 19e siècle jusqu'à un moment où tout le monde entier se tournait vers le pétrole, hein, au moment des années 60 aussi, avec le planning familial, et à un moment où la société était encore totalement corsetée. Également, on pourrait évoquer la réappropriation de l'espace public et les débuts de la piétonisation. C'était parmi les premières en France, avec la place Grenette, à un moment où c'était encore la grande époque du tout-voiture. Bref, il y a ici une fierté qui est de ce qu'on y fait et de ce qu'on y fait ensemble. Et ce qu'on y fait, ça n'est pas le fruit de municipalité, mais c'est bien le fruit de ce que portent les habitantes et les habitants du territoire, de leur capacité à porter des projets de justice, de solidarité, qui répondent aux défis du moment. Et je crois que c'est ça qui est extrêmement marquant. La ville de Grenoble s'est portée candidate début 2019 pour être capitale verte de l'Europe. Nous avons associé très largement l'ensemble des acteurs du territoire et tout le monde s'est investi pleinement et c'est un vrai projet partenarial maintenant depuis vraiment le début avec la métropole, avec le département, avec l'université, avec le monde de la culture, avec la société civile. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de cette capacité de faire ensemble pour avancer face à un défi qui est tout aussi grand que celui, et même plus grand que celui qu'ont eu les générations précédentes. C'est que ça fait maintenant 50 ans, on sera l'année prochaine sur les 50 ans du rapport Meadows, que 50 ans d'inaction face à une dégradation de l'environnement très forte, face à une atteinte de la biodiversité très forte. Et cette mise en action, maintenant, que nous appelons de nos voeux, elle passe évidemment par cet investissement de toutes et tous, à titre individuel, mais évidemment à titre collectif, citoyens organisés, et qu'on puisse avoir aussi évidemment des institutions qui reflètent cette organisation sociale. Donc ce défi du climat, il est majeur. Et ce qui nous intéresse là, c'est que cette participation citoyenne trouve les moyens de s'exprimer. C'est ce que nous faisons à Grenoble avec les chantiers ouverts au public depuis
2018, qui ont un grand succès depuis maintenant presque 4 ans, avec des conseils citoyens indépendants, avec la convention de liaison Covid, avec les nouveaux dispositifs d'interpellation citoyenne, avec le budget participatif. Il y a ce maillage à chaque fois, et donc c'était extrêmement important pour nous et naturel de venir porter cet appel à participation qui donc a donné lieu déjà à une première phase de sélection. Il y a eu beaucoup de réponses, je crois 135 associations, projets proposés, extrêmement variés, avec des moyens financiers conséquents, puisque c'était une enveloppe de 400 000 €, 250 là, mais qui en plus était abondée, et un jury qui a été composé de l'État, de la métropole, du département et de la ville, donc un vrai travail partenarial, et qui permet de donner effectivement cet impact sociétal qui part des citoyennes et des citoyens et qui sera majeur pour que cette année capitale verte européenne, ce soit une année où on prend confiance en nous, hein, on prend confiance parce qu'on est reconnu, on prend confiance parce qu'on voit ce qui a été fait aussi, on prend conscience, et je trouve que nous avons encore un travail fort de prise de conscience pour mesurer l'ampleur des changements à faire, et on fait, surtout c'est ça le plus important, c'est faire. Et moi je remercie tous ceux qui ont déposé des projets, et je sais bien que au-delà des labellisations qu'il peut y avoir et au-delà de ces projets, c'est en fait toute l'année et de tout temps, pas que dans cette année 2022, qui a cette volonté de transformer et en se frottant épaule contre épaule, de se dire comment on va amplifier ces transitions pour être à la hauteur de l'enjeu majeur, l'enjeu social, environnemental, mais aussi de liberté, un enjeu majeur qui est devant nous. Donc voilà, très heureux, et très heureux aussi on a choisi la maison des associations parce que c'est aussi le cœur de la vitalité, de cette vitalité associative grenobloise, et donc ça nous semblait important à 30 jours de l'ouverture qu'on soit ici dans cette maison des associations regroupées. Merci beaucoup. Je vous propose de passer le micro tout de suite sur votre gauche à Léa Cornet de Braine-Goulinette, justement pour qu'on commence tout de suite à illustrer, à montrer qu'on est sur ces actions concrètes, sur ces projets qui ont été portés par des acteurs du territoire et qui ont été soit labellisés, c'est une des deux possibilités pour rentrer dans la programmation de la capitale verte européenne, soit complémentaire de processus de labellisation, soit d'obtenir un coup de pouce, un financement. C'est ce dispositif coup de pouce vert. Vous avez rappelé qu'il était doté pour ce premier appel à participation, ce qui veut dire qu'il y en aura un deuxième au printemps. Il était doté de 250 000 €, finalement on a trouvé 90 000 €. Donc on a 340 000 € qui ont pu être répartis sur 52 projets sur les 135 qui ont été proposés. Donc, effectivement, grande dynamique du territoire. Et parmi ces 52 projets, je passe la parole pour nous présenter le vôtre, qui concerne des jardins pédagogiques de Troyes. C'est ça, exactement. Parlez bien près, ne bougez rien. Du coup, Braine-Goulinette, on est une association qui... Je vais rappeler sur le bouton. Je me suis passé déjà avant. Oui, je disais, Braine-Goulinette, c'est une association qui est active sur Grenoble depuis 12 ans maintenant. Et là, on a candidaté pour le coup de pouce vert pour pouvoir ouvrir un peu au public, faire des petits événements sur les ateliers pédagogiques qu'on mène en fait tout au long de l'année, soit avec les écoles, soit avec le temps périscolaire des écoles, ou parfois dans d'autres cadres. Et donc là, on a plusieurs projets en cours et on aimerait pouvoir faire des événements publics dans les jardins en lien avec un partenaire artistique qui souhaite aussi faire des spectacles en extérieur avec des déambulations, donc les jardins s'y prêtent bien, et pouvoir montrer le travail qu'on fait avec les enfants, en fait, aux habitants et habitants des quartiers. Donc on a un projet à Beauvert, un projet aussi avec la Villeneuve et Chirol, donc dans plusieurs écoles. Et puis on a un projet aussi de club jardin dans le quartier de Dessert avec la maison des habitants et l'école Jules Ferry. Donc sur le jardin de la Poterne, qui est un grand jardin en ville qu'on a avec l'association, et où il y a beaucoup d'activités et justement de jardinage collectif à la fois du côté pédagogique mais aussi de la part des habitants. Merci beaucoup.
Et bravo pour la concision. Je vais rebondir sur la dimension artistique du projet, parce que la culture fait partie aussi des piliers de cette année capitale verte européenne, en même temps que la participation citoyenne. Un problème de fil sur celui-ci. Je vais passer sur un micro. Donc, je rebondis sur la dimension artistique du projet, au-delà de l'action autour du jardinage, des jardins pédagogiques, qui illustre aussi la dimension culturelle qui est importante dans l'année capitale verte européenne. La culture est un des piliers de cette année. Et j'ai à côté de moi Yves Le Sergent, directeur adjoint du Centre photographique national de Grenoble, qui a aussi porté un projet dans le cadre du coup de pouce vert et pour une labellisation, là sur une autre échelle. Donc c'est aussi intéressant de voir qu'on est sur des projets de différentes dimensions locales, sur des territoires particuliers, sur des quartiers, ou avec des intentions de rassemblement important. Le mot rassemblement étant bien choisi, puisque c'est le titre de votre projet. Bonjour. Donc effectivement, nous avons proposé l'une des caractéristiques du grand rassemblement que nous allons proposer donc les 25 et 26 juin prochains, c'est de favoriser les créations artistiques in situ, c'est-à-dire celles qui s'inspirent directement de l'environnement qui les entoure. Donc, pour ce faire, donc les 25 et 26 juin prochains, comme il a dit, nous allons investir le site totem de Grenoble Capitale Verte, à savoir la Bastille, ses chemins, ses recoins jusqu'aux berges de l'Isère, en faisant donc toute une série de propositions en rapport avec l'environnement de ce lieu. Merci beaucoup. Évidemment, il y aura un temps de questions-réponses à la fin, si vous voulez des précisions sur certains de ces projets, sur d'autres. Alors, donc, on parlait de la participation, de l'engagement du plus grand nombre possible de personnes et d'acteurs dans cette année capitale verte, à travers donc, cet appel à participation et à travers aussi la possibilité d'un financement qui est le coup de pouce vert. Mais il y a une autre manière de s'engager dans Capitale Verte qui est de choisir de relever un ou plusieurs défis de cette année. Et là, je me tourne du coup vers Mélina Héranger. Je sais que pour la métropole, c'est un sujet qui intéresse beaucoup, les défis, une très forte mobilisation, notamment des services. Du coup, je vous propose de vous passer la parole pour vous parler de cette thématique et de cette possibilité d'engagement dans Capitale Verte en relevant un défi. Merci beaucoup. Donc, effectivement, au niveau de la métropole, on a souhaité s'inscrire sur un certain nombre de défis sur toutes les thématiques, donc sur les 12 mois. J'invite déjà tout d'abord individuellement chacun et chacune d'entre vous à vous investir sur les défis, puisque je pense que c'est ça aussi la force de Grenoble Capitale Verte, c'est de se dire que chacun peut mettre sa pierre à son niveau. Donc, au niveau de la métropole, sans vous citer l'ensemble des défis, je peux déjà vous citer peut-être les défis qu'on peut identifier directement avec le bien vivre. Donc, dans le bien vivre, on a tout d'abord, parce que je pense que c'est comme ça que ça commence, déjà socialement, c'est être bien logé. Donc, déjà avoir un toit, et puis après, être bien isolé. Être bien isolé, ça rentre dans les défis au niveau de l'énergie. Comment avoir moins de perdition énergétique dans son logement. Et ça marche, on sait très bien, je crois, à Grenoble, hiver comme été. Donc, l'idée par rapport à ça, c'est l'opération qu'on connaît sous le nom de Murmure, qui déjà aujourd'hui, en 2023, on va déjà l'annoncer, a pu répondre pour 10 000 logements collectifs, mais aussi pour 1 000 maisons individuelles, avec l'objectif d'ici 2030 de plus que doubler ces chiffres, puisqu'on espère en 2030 être à 25 000 logements collectifs, afin de réduire de 20% cette perte énergétique au niveau des logements sur la métropole. Le bien vivre, c'est aussi, bien entendu, les loisirs et la façon de consommer, avoir un tourisme responsable, avoir un tourisme durable, avoir des encouragements sur l'événementiel, sur tout ce qui est festif, pour aller sur des labels comme la clé verte pour l'ensemble des commerçants, des hôteliers, des cafetiers, pour aller vers du zéro plastique, sur un meilleur traitement des déchets, sur une autre façon de consommer. Aussi l'un des défis qu'on peut retrouver. Enfin,
On a le défi du vélo et des mobilités douces. Donc, on le sait, tout le monde n'est pas forcément encore que, fort heureusement, le nombre augmente un peu plus chaque jour. Cycliste, mais c'est comment penser le cyclisme quand on a 5 km à faire. Je me rends à pied, à vélo. Pour ça, il faut qu'effectivement, ça soit des chemins qui soient agréables, sécurisés. C'est le travail qui a été fait avec la chrono-vélo, c'est le travail qui va être multiplié. Avoir des trottoirs adaptés, avoir des cheminements qui sont aussi des cheminements verts, avoir un respect des trames vertes et bleues, et avoir des cheminements et des endroits pour se déplacer dans une mobilité douce, mais aussi avec la qualité de vie que ça implique. Merci beaucoup. Alors, on va illustrer tout de suite avec un exemple de défi. Je passe la parole, si vous voulez bien, à Sylvain Bouchard sur win.com qui va nous parler du Civic Lab, qui a commencé un peu avant l'année capitale verte, mais je peux le dire maintenant, l'année capitale verte, mais qui est officiellement labellisée maintenant depuis peu. Bienvenue dans la programmation de l'année et de nous apporter une première expérience, un premier témoignage d'un engagement dans un défi de cette année capitale verte. En fait, le Civic Lab, sa vocation, c'est de mettre le numérique au service de projets citoyens pour améliorer la vie et la ville. Et donc, un certain nombre de projets qui sont travaillés, on était au rappelé 150 à la électrique il y a 3 semaines pour lancer le Civic Lab. Il y a actuellement une douzaine de projets qui se travaillent, de faire des prototypes numériques qui vont aider à améliorer l'accueil des étrangers, favoriser un éclairage urbain qui soit plus respectueux de la biodiversité, travailler sur une programmation culturelle décentralisée avec des outils numériques. Enfin, on a une foison de projets qui ont la particularité d'être portés par des gens qui ne sont pas des professionnels du numérique, mais qui sont accompagnés par des pros, des développeurs qui viennent de l'humain. Et en fait, pourquoi on a demandé la labellisation, c'est qu'à la fois on travaille des sujets qui sont les défis capitale verte, et dans un esprit de participation et de coopération. Les gens ne se connaissent pas forcément, on monte des équipes, c'est d'abord la volonté de résoudre des problèmes qui les rapprochent, et pendant 5 mois, on les accompagne à développer ces prototypes. Avec une restitution qui sera en avril peut-être de Lille. Et donc, nous, ça nous faisait complètement sens de demander cette labellisation, à la fois sur cette idée que le territoire est créatif, même pour des choses qui peuvent paraître sophistiquées. En fait, on a besoin de cette créativité sociale. Et on doit inventer des solutions pour adapter nos modes de vie. Je parlais de l'éclairage, ça va être la même chose. On a un sujet sur l'emploi qui est très fort, notamment par la métro. Comment on va plus loin, comment on massifie. Certes, il y a des pratiques de l'emploi, beaucoup de gens sont bon point, mais comment on fait mieux, comment on a confiance dans un objet d'occasion qui fait que préférer ça plutôt que d'acheter du neuf. Il y a encore des passages à faire, des changements de comportement. Et voilà, on se met à plusieurs pour essayer de résoudre ça. Donc, si vous voulez nous rejoindre, on a une dizaine d'ateliers d'ici le mois de mars. Et si vous êtes curieux, rendez-vous en avril. Voilà. Merci beaucoup. Vous pouvez rejoindre le Civic Lab et vous pouvez aussi rejoindre de façon plus globale l'année capitale verte européenne en choisissant de relever un ou plusieurs défis. Donc, 12 thèmes sur l'année, qui sont des thèmes qui sont déclinés chaque mois, air, climat, énergie, etc. Et sur chacun des thèmes, vous avez un certain nombre de défis qui sont déjà déterminés, qui sont déjà définis. Mais pour chacun de ces défis, il y en a 54 au total. Ça peut être des défis qui concernent des individus, des collectivités, des associations, des entreprises. Mais vous pouvez rajouter à l'intérieur de chacun des défis des actions. Aussi la possibilité d'inventer des actions et de continuer à enrichir, compléter la liste des manières d'agir, des manières de s'engager et d'embarquer dans cette nécessité de la transition. Donc, défi, en complément de l'appel à participation qui peut recouvrir soit la labellisation, soit une demande de financement pour un projet. On a l'impression qu'on parle beaucoup de Grenoble, du territoire de Grenoble, mais Sandrine Martin, si vous êtes là, c'est parce qu'on est sur une échelle bien plus large. Alors, comment on fait pour embarquer au-delà
de la ville et de la métropole pour embarquer finalement tout un département avec ses défis, ses appels à participation dans cette année capitale verte. Eh bien, bonjour. Donc, je pense qu'effectivement, ça part d'une volonté, tout d'abord. Hein. Je saluer la volonté du maire de Grenoble d'élargir à un territoire, à un bassin de vie, puisque nous avons été associés après avoir été labellisés Capitale verte européenne. Et c'est quelque chose qui est aussi innovant, puisque je crois qu'il n'y a pas eu jusqu'à présent dans les capitales vertes européennes de villes qui ont fait ce choix d'élargir à un territoire tout entier. Donc, je crois que c'est aussi quelque chose qui est à souligner. Et au département, nous avons accueilli cette démarche de façon très favorable. D'abord parce que nous avons tout de suite identifié le fait que ça pouvait, que ce label accordé à la ville de Grenoble allait profiter à tout un territoire. Grenoble, capitale des Alpes, et a comme écrin le département d'Isère. C'est un écrin de verdure et il est important de pouvoir valoriser l'ensemble de ce territoire avec ses plaines et aussi avec ses massifs. Et je crois que c'est pour ça qu'il était aussi important que Grenoble soit élargi à l'ensemble du territoire. Alors, on a sollicité l'ensemble des élus pour valider cette démarche, hein, et les élus départementaux se sont engagés dans la démarche parce qu'ils ont tout de suite identifié le fait que nous allions pouvoir aussi valoriser tout ce que nous faisions au niveau du département et au niveau de nos compétences en faveur de l'environnement. Comme l'a dit Eric Piolle, nous devons montrer ce que nous faisons, mais aussi sensibiliser. Et donc, c'est toutes les actions que nous menons dans nos collèges, alors dans les collèges grenoblois, au-delà de ça, dans les collèges de l'agglomération, mais aussi au niveau de tout le département, et tout ce qui sera le coup de projecteur qui va être mené au niveau de la ville de Grenoble en matière d'environnement et surtout les défis que nous allons mettre en avant, eh bien, ça sera aussi valorisable à l'échelle de tout le département. Et puis le deuxième élément, c'est aussi le volet attractivité. Et ça, je crois que c'est aussi pour ça que c'est important que l'on puisse emmener les différents acteurs. Alors bien sûr, c'est une belle réussite d'avoir su réunir toutes les collectivités, la ville, la métropole, le département, l'État. Et maintenant, il est aussi important que l'on puisse emmener les individus, les associations et les entreprises. Et c'est aussi cette nouvelle démarche. Et je crois que ce qui nous réunit aujourd'hui, cette labellisation au niveau coup de pouce et défi, eh bien, c'est aussi un nouveau départ pour arriver à emmener tout le monde dans cette démarche, parce que plus nous serons nombreux à valoriser tout ce qui se fait sur ce territoire, plus le coup de projecteur sera fort au niveau national et au niveau européen, et plus nous parviendrons à valoriser notre territoire et à le rendre beaucoup plus attractif. Donc, c'était tout le sens de l'engagement du département, que ce soit au niveau des élus ou que ce soit au niveau des services, puisque, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, nous mobilisons beaucoup les services départementaux dans toutes les compétences, hein, que ce soit dans le domaine culturel, puisque nous avons un certain nombre de musées dans l'agglomération grenobloise, dont un sur le site Totem, le musée dauphinois, avec notamment une expo sur l'Amazonie en ce moment, donc aussi en lien avec Capitale Verte. Que dans le domaine des solidarités, nous avons un forum senior qui sera organisé en 2022 à Grenoble, en partenariat avec la ville de Grenoble, pour mettre en avant tout ce qui est fait à destination des aînés et des aidants. Et puis, j'en ai parlé en matière scolaire, puisque au niveau des collèges du département, il y a un certain nombre d'actions qui sont menées sur la précarité énergétique, la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc voilà, toutes ces actions que nous menons et qui sont valorisées. Et j'ai envie de vous dire aujourd'hui, rejoignez-nous et parlez autour de vous pour que de nombreux acteurs puissent nous rejoindre, parce que seuls nous sommes des gouttes d'eau et ensemble nous pourrons former un océan et valoriser tout ce que nous faisons et valoriser notre beau territoire. Merci beaucoup. Vous pouvez passer le micro juste à côté de vous. À Anne Corel, si elle veut bien le prendre, si elle veut bien prendre la parole. Donc, pour terminer ce tour de demi-cercle, on va redonner la parole aux acteurs qui nous ont proposé des projets. En tout cas, à certains d'entre eux. Anne Corel, je vous passe la parole pour nous parler du projet de l'espace 600, qui est un projet de chantier participatif dans le quartier Villeneuve.
Bonjour, merci. C'est donc un projet qui a son origine dans ce que nous avons expérimenté la saison dernière, c'est la possibilité de faire une saison estivale dans le parc Jean Verlac, la saison dernière, avec Approchez un petit peu le micro, s'il vous plaît. pardon, suite à un atelier participatif où, avec des habitants et habitantes, en particulier ces jeunes, nous avons construit des cabanes à spectacle qui nous ont permis de programmer dans le parc. Là où le pouce vert est important pour nous, c'est qu'on peut passer un cap et sortir le cap dans les bois, et cette fois retrouver le côté participatif de la fabrication des outils dans lesquels les spectacles vont se jouer, et pouvoir aller plus loin dans leur programmation et leur conception en se disant que ne seront programmées que des choses qui vont être choisies ensemble, où on suit les enfants, les jeunes qui ont un instinct de où aller se cacher dans le bois pour être au meilleur endroit pour donner un temps de spectacle avec les spectateurs, comment on va trouver les espaces dans lesquels les spectacles vont avoir lieu, comment ces spectacles vont parler du lieu et de la manière dont on prend, comment on parle du lieu, de cette nature dans laquelle on a été se nicher avec eux à l'intérieur même du sujet du spectacle, et comment on interagit, c'est-à-dire depuis faire attention au moteur carton, à l'accueil du spectacle, la participation à la construction de la cabane, au choix du spectacle et à la thématique du spectacle. Merci beaucoup. Et puis on va terminer avec Pierre Arnaud, juste à côté de vous, qui va nous parler. On change complètement de sujet, et on montre bien la diversité de toutes les propositions qui ont été apportées. Maintenant, on va parler du sport, parce qu'il y a aussi des grands enjeux. Et donc, Pierre Arnaud, l'Office municipal des sports de Grenoble, vous avez un projet aussi là-dessus qui a été retenu comme un peu plus vert. Absolument. Donc, Office municipal des sports et non pas Organisation mondiale de la santé, pour qu'on soit bien clair. Il ne faudrait pas leur faire long quand même. C'est une fédération, enfin, on groupe 120 à 130 clubs, ce qui représente à peu près 50 ou 60 000 licenciés sur Grenoble, dans toute la diversité aujourd'hui des pratiques physiques. Et c'est vrai que la question de la transition écologique est assez vive. Le maire l'a montré tout à l'heure, et le sport ne peut pas s'en exonérer dans ses diverses activités, que ce soit d'animation, d'éducation, d'entraînement, de compétition, d'événementiel. Et dans ce cadre-là, il y a un déjà là, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de clubs qui sont déjà engagés dans cette démarche. Une table ronde qui avait été organisée au mois d'avril de cette année dans le cadre de la Biennale des villes en transition avait montré les pas en avant, et on s'était dit qu'il fallait qu'on aille plus loin au-delà de ces 12 à 15 clubs qui étaient déjà bien investis. Et que dans ce cadre-là, eh bien, c'est vrai que Grenoble, capitale verte européenne, ça nous a semblé une très belle opportunité pour accélérer le processus. Et c'est pour ça qu'on y est allé avec, je dirais, une triple volonté. La première, c'est de montrer la capacité du mouvement sportif à s'investir là-dedans. Le deuxième, et ça rejoint la question du territoire, de dire qu'il faut qu'on incite les clubs, mais il faut qu'on les accompagne. Et puis, la troisième volonté, c'est de s'instituer ou de s'inclure dans une trajectoire, c'est-à-dire arrêter de croire qu'on va régler les problèmes en une année, et qu'on est, sinon, on tombe de l'opportunité à l'opportunisme, je crois, et que sur une perspective 2030, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, c'est dans ce contexte-là qu'on s'est donné 3 défis. Le premier, bon, évidemment, c'est d'embarquer le plus grand nombre possible de clubs dans la démarche, et de s'embarquer aussi dans un accompagnement de ces clubs sur des paliers successifs, parce qu'on ne réglera pas tout. Le deuxième défi, c'est de le faire sur la base d'une, ce que j'ai appelé moi, une charte d'engagement transition 2030. Un outil commun sur lequel les gens, chacun peut s'engager. Et puis le troisième défi, je ne sais plus quel est le troisième défi, excusez-moi, j'ai un trou là sur le troisième défi, mais ne vous inquiétez pas, il va me revenir. Oui, ça y est, c'est fait. Cette démarche, parce que c'est un point important, c'est de le faire sur une co-construction de cette charte, parce qu'on va arrêter de croire que quelque chose qui va arriver dessus va s'imposer et que les gens vont y adhérer. Alors, je termine juste en disant que finalement, on va inverser, c'est-à-dire que l'engagement, il ne va pas être premier, on va plutôt le faire sur la fin d'un processus et embarquer le plus grand nombre de clubs. Ça sera à la fin de l'année 2022, sur une conférence qui devrait avoir lieu le 14 novembre, mais qui sera précédée bien avant par des ateliers de pratique, de partage d'expériences, d'apport. Un exemple d'apport, on travaille actuellement avec Decathlon, parce qu'il se trouve que le directeur du club, du magasin de Saint-Égrave, c'est lui qui a été responsable à un moment donné sur l'ensemble de la France de la mise en transition des magasins Decathlon. Donc il nous a dit, nous, on est partant là pour être dedans, pour vous accompagner, pour travailler ensemble. Pour vous donner juste un deuxième exemple, donner une diversité. Aujourd'hui, il y a des recherches qui partent sur la question de l'adaptation de l'entraînement au dérèglement climatique et à la pollution de l'air. Notamment, il y a une équipe qui travaille là-dessus à Montpellier.
Bon, il faut qu'ils viennent nous nourrir de ces questions-là de telle manière à ce qu'on avance. Et donc, on partira sur une conférence introductive le 26 janvier. On lance le défi et puis derrière, on travaille de telle manière à ce qu'on en fasse un véritable engagement pour les années qui viennent. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un bel exemple aussi qui illustre la démarche qui est proposée à travers ces possibilités d'embarquer, ces possibilités de participer. On a parlé de beaucoup de sujets très différents. Il en manque juste un, qui est le troisième pilier de l'année capitale verte, c'est la science. Alors, elle ne rentre pas tout à fait ici dans cette participation, ces appels à participation au coup de pouce vert, quoique il pourrait y avoir des propositions dans ces cadres aussi. En tout cas, il y a un conseil scientifique qui existe, il faut le savoir, constitué d'une quarantaine de chercheurs grenoblois et qui va organiser tout au long de l'année une série de conférences, de débats, d'expériences de sciences participatives, voire on recourant aussi au théâtre. Donc, il va y avoir des propositions très intéressantes pour faire connaître les sujets, les avancées de la science sur les différentes thématiques de l'année capitale verte et montrer aussi les points de controverse qui existent toujours. La science avance aussi avec ses essais, ses erreurs et ses controverses. Voilà. À noter aussi, ça a déjà été un peu dit, mais je voudrais vraiment souligner cela. C'est une année évolutive, c'est une année qui est ouverte quasiment jusqu'à la fin. Ça veut dire qu'il est possible de s'inscrire pour relever les défis, voire pour proposer des actions nouvelles au sein des défis jusqu'au mois d'octobre sur le site internet que vous avez sur l'écran, biggrenoble2022.eu. Il est possible de faire des propositions d'événements labellisés quasiment jusqu'à la fin d'année, probablement jusqu'au mois d'août, pour entrer dans la programmation du dernier trimestre. C'est une programmation qui, justement, pour être évolutive, pour être accueillante, pour pouvoir embarquer toutes et tous qui souhaiteront s'engager dans cette année, va être construite au fil de l'année par vagues successives, par trimestres successifs, pas par vagues de variantes, je vous rassure, par juste vagues de propositions qui vont arriver et qui vont être organisées de la sorte. Donc jusqu'au mois d'août, des idées peuvent surgir, des envies, des volontés de s'engager peuvent arriver, peuvent nous être proposées au niveau de l'agence pour être soit labellisées, soit financées. Il y aura certainement un deuxième appel à participation avec un coup de pouce vert aux alentours du 17 avril avec une ouverture début mars. Donc il y a toutes ces possibilités qui existent et qui restent grandes ouvertes. L'année n'est pas figée. Une fois qu'elle commence le 15 janvier, l'année se construit avec celles et ceux qui vont la faire, c'est-à-dire tout le monde. Donc bienvenue à toutes et à tous dans cette aventure. On peut maintenant passer, si vous le voulez bien, à un petit temps de questions-réponses. On va dire un mot sur la cérémonie d'ouverture. On ouvre sur le 15 janvier. Je vais avoir quelques questions déjà sur ces différents intervenants, institutions et porteurs de projets, sur tout ce qui vous a été présenté, défis, appel à participation. Oui. Sur le montant des coups de pouce, ça va de combien à combien les aides? Parce que là, on a 52 projets, c'est bien noté, 340 000 € sur 52 projets. Donc, on va avoir les montants l'idée des montants des enveloppes. Des financements de 1 à 25 000 € sur les projets. Ce qui fait moyen de signer quelque chose, mais l'écart est entre 1 et 25. D'autres questions? Oui, par rapport. Si je peux pas, si on vous entend. Au niveau justement des projets labellisés, parce qu'il y a moins d'exemples là, est-ce qu'on peut avoir plus de détails, le nombre, quel type de projet? Est-ce que c'est des choses qui existaient déjà avant et qui ont été labellisées justement pour profiter, j'allais dire, de l'opportunité, ou est-ce qu'il y a des choses qui ont vraiment été créées à cette occasion? Et voilà, avoir des précisions un petit peu sur ce que ça représente. Je ne sais pas s'il y a bien sûr le fond. Non, les événements labellisés, c'est beaucoup d'événements récurrents. En effet, c'est des événements qui existent déjà sur le territoire, mais qui ont pris une dimension nouvelle avec l'année capitale verte européenne, qui ont ajouté une composante, qui ont ajouté un élément dans leur programmation, qui ont donné une touche, mais pas une touche de couleur, pas une touche de peinture, une vraie touche de l'esprit capitale verte européenne autour des 12 thématiques de l'année. Le coup de pouce vert, pour le distinguer justement, comme son nom l'indique, c'est vraiment un coup de pouce pour des initiatives nouvelles. Alors, il arrive qu'il y ait des événements, il y a des exemples autour de ce demi-cercle, j'en ai un juste à côté de moi. Il y a des événements aussi récurrents qui ont eu quand même un financement anti du coup de pouce vert, qui inclut du coup la labellisation. Mais c'est parce que dans la démarche, pour le coup, ils sont allés quand même un peu plus loin que la touche, on va dire, capitale verte, mais voilà, une séquence très forte liée à cette année, liée aux thématiques de capitale verte européenne.
Et en Ça répond à votre question. En termes de nombre Le nombre, justement, il est très difficile à quantifier aujourd'hui. On a annoncé souvent de l'ordre de 300 événements qui vont être dans la programmation de l'année capitale verte. J'ai tendance à penser qu'on va être au-delà de ces 300 parce qu'on va arriver effectivement beaucoup de propositions, ce qui est très riche. Je veux rassurer Sandrine Martin, il commence à y avoir des propositions de plusieurs territoires du département. Donc c'est vraiment, on est en train de prendre la dimension sur toute l'échelle du territoire qui est concerné par ce projet. Et à mesure que la communication avance, on informe de plus en plus toutes les citoyennes, citoyens, acteurs institutionnels, entreprises, associations, de ce qui va se passer sur cette année capitale verte. Et que surtout, c'est une année qui finalement leur appartient, qu'il appartient à chacune et à chacun de s'y engager, de faire des propositions d'actions, d'événements, de temps de sensibilisation, d'exposition, de gestes culturels, artistiques, etc., scientifiques. Eh bien, on a une programmation qui va ne faire que s'enrichir, parce qu'on voit qu'il y a une dynamique très très forte autour de tous ces enjeux de transition sur tout le territoire. Aujourd'hui, on a estimé à 300 sur l'année, mais certainement on sera au-delà, et avec du coup en plus cette programmation qui va se construire au fil de l'année, comme une page qui reste un livre, qui reste le fameux Green Book. En tout cas, ici à Grenoble, c'est un livre qui va rester en permanence ouvert pour que chacun puisse venir et écrire aussi sa propre page et enrichir cette programmation. C'est à la fin, on pourra finalement répondre avec précision et faire les comptes et dire finalement il y a eu X événements labellisés, et X projets qui ont été financés. On n'a pas parlé des événements internationaux, c'est aussi une séquence à part qui n'était pas présentée aujourd'hui, mais il y a un certain nombre d'événements de dimension internationale portés par la ville, portés la métropole avec certains acteurs du territoire. Ça aussi, ça vient enrichir la programmation. Donc, voilà. En fait, on est sur une logique qui n'est pas celle d'un théâtre, par exemple, d'un centre chorégraphique qui annonce sa saison. Nous, la saison, c'est ce livre ouvert. Et venez l'enrichir, venez apporter votre pierre, venez apporter votre proposition, votre idée. Et nous, après, on va faire en sorte que ces expériences, ces propositions aient un certain retentissement, puissent être identifiées dans cette masse, pour qu'elles puissent aussi être visibles, pour qui ça peut intéresser, et du coup être inspirantes, puisque c'est ça finalement l'objectif, c'est que ça inspire et entraîne d'autres personnes dans l'aventure. Oui, parce que justement, en termes de com, comment ça marche pour les projets labellisés? Est-ce qu'il y a je ne sais pas, un logo, une visibilité qui sera la même pour tous, ou est-ce que c'est à eux de faire leur propre marketing? Non, les événements labellisés vont avoir la possibilité, les événements labellisés, ceux qui bénéficient aussi du code vert, qui automatiquement attribuent le label, vont avoir quelques devoirs en contrepartie, quelques droits et devoirs. Le premier devoir, c'est de respecter une grille d'éco-événements, qui va leur être aussi transmise à partir du moment où ils ont cette labellisation. C'est une grille sur laquelle on va communiquer très prochainement. Et puis, ils auront à la fois le droit et le devoir d'utiliser ce logo Capitale Verte en indiquant qu'ils sont alors pas pour la structure comme un tout, mais par exemple, le Centre chorégraphique national, sur la page concernant le grand rassemblement, le GR7, pourra indiquer un événement Capitale Verte européenne. Il y aura un logo qu'on lui transmettra pour l'afficher. Même chose pour les défis qui seront passés par ces fourches codines de l'instruction de l'agence, la validation des collectivités, puis la Commission européenne. Je rappelle qu'on est sur un projet quand même de la Commission européenne avec un droit d'utilisation d'un logo qui est donné par la Commission européenne. C'est elle qui valide en dernier ressort. Et à ce moment-là, les porteurs de ces projets, parfaitement labellisés, ont le droit d'utiliser le logo, soit un défi Capitale Verte européenne, ou un événement Capitale Verte européenne. Dernier, il y a eu encore un petit circuit de validation et maintenant, ça y est, on est en train d'informer tous les porteurs de projets, et en particulier ceux du premier trimestre. Pour répondre aussi à la question sur la programmation, c'est une programmation qui va se construire par saison, par trimestre, pour pas évidemment mettre un énorme paquet tout de suite, et surtout pour ne pas figer les choses. C'est ça qui est important, c'est que rien n'est figé au 1er janvier, l'année fait 12 mois, et pendant ces 12 mois, la programmation continue de s'enrichir, et on continue de la construire, de l'orchestrer en quelque sorte avec les porteurs de projets, pour identifier les événements aussi qui ont besoin d'un coup de pouce de communication, qui ont besoin d'être identifiés de façon particulière parce qu'ils sont ouverts au grand public. Ce n'est pas le cas de toutes les propositions, de tous les événements. Il y en a qui sont plutôt tournés vers le jeune public, il y en a qui sont identifiés, qui sont très localisés sur un territoire donné, etc. Donc, après, c'est avec tous ces porteurs de projets qu'on va regarder la meilleure manière de les afficher pour les faire connaître et attirer le public approprié en fonction de leurs propositions. L'enveloppe de 340 000 €, c'est pour les 2 sessions ou il y aura une autre enveloppe en avril? Il y a une autre session en avril avec pour l'instant une enveloppe de 150 000 € qui peut être complétée d'ici là. On verra s'il y a
des financements complémentaires, notamment par le mécénat. Et est-ce qu'il y a une attention particulière qui a été portée à la zone géographique où sont menés ces événements qui sont labellisés ou qui reçoivent un coup de ouvert? Pas que tout se passe en centre-ville, par exemple. Je continue, je ne sais pas si vous voulez intervenir au niveau ville, métro, département, mais en tout cas, c'est bien la préoccupation de l'agence pour le compte des 3 collectivités partenaires. On est bien sur cette échelle territoriale qui dépasse la ville de Grenoble. Sur la ville même, dans les échanges qu'on a, il y a cette préoccupation très, qui nous est rappelé fréquemment, effectivement, de toucher tous les quartiers de la ville et de ne pas rester sur le seul centre-ville. Cette idée d'embarquer, vraiment, c'est notre espèce d'ancienne quotidienne où voilà, il faut aller chercher tout le monde et surtout pas rester sur un cercle prédéterminé et déjà convaincu, déjà embarqué, déjà agissant sur la position. Mais voilà, on commence à avoir des propositions intéressantes sur des territoires ruraux, sur différents quartiers de la ville, sur différentes villes de la métropole. Et encore une fois, je pense qu'à mesure que la communication se fera, se propagera. Hier, on a eu une petite réunion d'information, par exemple, en mairie de Grenoble, où on a eu des techniciens de plusieurs communes de la métropole qui sont venus. On commence à avoir des propositions sur des parcs naturels, sur des territoires ruraux. Non, simplement peut-être pour compléter, hein, c'est pour ça que c'était important que ce soit porté par les élus et par les équipes des différents territoires avec la métropole et des territoires du département, puisque ça fait que le département est organisé par territoire. Et c'était important qu'il y ait ce portage pour justement cette communication. Alors, il n'y a peut-être pas, alors, de mémoire, il y a énormément de candidats sur des territoires en dehors de la métropole. Pour autant, parce qu'il va y avoir des porteurs de projets comme par exemple les parcs, et je pense que c'est ce qui va permettre aussi d'amener de nouvelles initiatives, et notamment, on l'espère, au moment de la 2e session des coups de lettres. Rien de plus à dire. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui. Moi, je voudrais savoir à quoi ressemblait la Verte à Lahti en Finlande. Est-ce que vous êtes inspiré de certains de leurs projets? C'est des choses que vous avez retenues dans les discussions avec eux quand vous êtes allé là-bas? Oui, il fait froid. On y était là pour la cérémonie qui était la cérémonie de clôture et donc de passation, mais également les équipes qui ont été en septembre pour s'inspirer de ce qui était fait. Et puis on a eu des visios nombreuses, dont certaines auxquelles j'ai participé également avec l'équipe. Et on a pu avant ça également des contacts avec eux avant qu'ils démarrent l'année, puisque on cherche de plus en plus à fédérer ces villes capitales vertes dans un réseau qui permette de faire vivre ce label, lui donner de la force et que la Commission européenne puisse continuer à s'appuyer sur une force qui se distribue géographiquement de plus en plus. C'était à Lisbonne en 2020, ce sera à Tallinn en 2023. Et donc, on échange autour de cela. Ce que je peux ajouter, et peut-être pas simplement sur Lahti, c'est qu'on n'a pas forcément les mêmes problématiques de départ, même si on a bien vocation à saisir des mêmes enjeux. L'exemple de Lahti, il est sur se faire connaître pour attirer en fait sur son territoire. Donc on est vraiment sur une dynamisation du territoire. Ce qu'on a pu voir, c'est une mobilisation des acteurs, notamment des acteurs économiques, avec une volonté presque de relance et de développement économique très forte. Sur Grenoble, on a beaucoup de choses qui existent, probablement peut-être plus, en tout cas sur plus de domaines. Les TIS sont très forts, notamment sur le traitement des déchets, alors pas simplement le traitement, mais même sur l'ensemble des déchets qu'ils arrivent à je sais pas le mot. Non, pas traiter, en fait, 95% en fait est recyclé. Recyclé, merci.
Mais par contre, en termes de développement économique, ils n'ont pas le développement économique qu'on peut avoir sur Grenoble. L'idée à Grenoble, c'est quand même de gagner aussi en visibilité, en faire connaître et dans cette transmission et dans ce modèle. Donc, ce n'est pas forcément les mêmes objectifs de territoire. Par contre, on est bien sur des enjeux similaires. Et par rapport à l'ensemble des actions qu'on peut retrouver sur notre territoire, on a bien sûr les coups de pouce avec des demandes de financement et une mobilisation forte, notamment d'acteurs importants, d'associations qui avaient déjà cette dynamique de répondre à des appels à projets. C'est des dynamiques qu'on ne retrouve pas forcément dans des territoires plus éloignés que le centre-ville ou des plus petites associations, de répondre à des appels à projets. Par contre, on va les retrouver sur la labellisation. C'est aussi une façon, quand ça a été présenté à la métropole, à l'ensemble des maires, d'avoir des communes qui, elles, ne choisissent pas forcément d'attendre un financement, mais de se questionner sur comment on s'inscrit nous aussi à notre niveau dans un défi capital vert, comment on va aller chercher un label sur nos actions et comment on va colorer en fait l'ensemble de nos actions au niveau de la municipalité sous le label capital vert. Peut-être un petit rebond pour aussi qu'on peut s'inspirer de la dimension de devenir ambassadeur, c'est aussi qu'on va écouter la parole des autres et que ça va nous inspirer, mais sur la cible, il vise la neutralité carbone en 2025. Et on était là le soir, on le hockey là-bas est un sport national, mais leur équipe pro vise d'être le premier club professionnel, un des premiers du monde en tout cas on n'en connaît pas d'autres, à être en neutralité carbone d'ici 2025 aussi. Donc c'est un vrai booster, un amplificateur de transition. Et pour nous qui regardons aujourd'hui la neutralité carbone à horizon 2050, c'est vrai que voir un territoire qui vise ça pour là dans 4 ans, ça nous donne une certaine dynamique. Il y a d'autres questions? On vous remercie. On va faire une photo, je vous propose de faire une photo collective avec les porteurs de projet. Merci en tout cas de. Je prends le micro juste pour. Évidemment, vous donnez rendez-vous, mais on aura l'occasion de revenir vers vous d'ici là. Et rendez-vous le 15 janvier pour la cérémonie d'ouverture, le démarrage officiel de l'année Grenoble Capitale Verte avec un escalier le matin, un dialogue citoyen, une nocturne verte dans les rues de la ville de Grenoble et un grand spectacle monumental devant le fort de la Bastille, sur le fort de la Bastille.